Bonsoir à tous. À la une de ce journal, deux villes fantômes en plein cœur des affres de la Gaume, en plein cœur des affres de la guerre contre le terrorisme. Amchidé à l'extrême nord du Cameroun et Banki au Nigeria. Ces deux villes portent les visages désastreux d'une lutte sans merci contre la tempête djihadiste à l'extrême nord du Cameroun. Au-delà de l'engagement des forces de sécurité pour défendre l'intégrité du territoire, ces villes frontalières sont confrontées à une renaissance qui est de moins en moins une préoccupation pour les populations qui désertent cette région. Reportage à suivre en ouverture de ce journal au moment où le gouvernement camerounais intensifie la coopération militaire pour davantage lutter contre la nébuleuse Boko Haram. Et toujours à l'international, le Togo qui retient son souffle après que le Parlement togolais ait été quadrillé par des forces de l'ordre pour empêcher la manifestation des populations, lesquelles souhaitent exprimer leur ras-le-bol face à un pouvoir vieux d'une cinquantaine d'années qui ne plie pas devant la pression de la rue. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Les affres de la guerre contre le terrorisme continuent de faire rage à l'extrême nord du Cameroun, surtout la frontière Cameroun-Nigeria, Amchidé du côté du Cameroun et Banki du côté du Nigeria. Deux villes fantômes en plein cœur de ces affres de la guerre contre le terrorisme, deux villes dévastées par la tempête djihadiste, confrontées à cette lutte sans merci contre le terrorisme. La renaissance de ces deux villes reste au cœur des préoccupations des autorités nigériennes et camerounaises, mais la situation n'est guère reluisante, selon ce grand reportage réalisé par Amadou Daïrou et Eric Martial Ndjomo. Banki, en République fédérale du Nigeria, la ville frontalière avec le Cameroun, est aujourd'hui l'ombre d'elle-même. Ville fantôme qui croule sous les ruines de la guerre contre la secte islamiste Boko Haram, Banki et Amchidé, ville frontalière côté Cameroun, partagent les mêmes réalités. Boutiques et maisons dévastées et désertées par l'ombre d'un civil. À intervalles réguliers, les forces de défense veillent au grand, armes au poing. La vigilance est de mise dans cette guerre devenue asymétrique. La guerre se fait au sol, mais l'appui aérien n'est pas des moindres, tant par le moyen des avions que de celui des hélicoptères. À bord d'un convoi de la force multinationale mixte, partie de l'extrême nord du Cameroun, notamment d'Amchidé pour Borno au Nigeria, nous constatons la complexité de la circulation par endroits pour les besoins de sécurisation. Les véhicules tout-terrain de l'armée camerounaise bravent les pistes, même les plus sinueuses, pour débusquer l'ennemi. Un passage par la localité de Boudoua, autrefois fief des terroristes de Boko Haram, permet de constater que les lieux sont désormais entre les mains des soldats loyalistes. Dans certains autres villages dans lesquels sont retranchées les populations, la surveillance est accrue. Forces multinationales mixtes et populations main dans la main infligent des défaites successives aux terroristes de Boko Haram, poussés désormais dans leur dernier retranchement. Et sur le front de la coopération militaire entre Yaoundé et ses partenaires internationaux, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty-Assoman, a exhorté les attachés de défense et conseillers militaires à préserver et défendre l'intérêt du Cameroun dans le cadre de la coopération militaire entre Yaoundé et ses différents partenaires à l'étranger. Joseph Betty-Assoman qui a présidé les travaux qui se sont déroulés à Yaoundé ce jour. Des précisions avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Une nouvelle ère
C'est la première fois que le ministère de la Défense bat le rappel des troupes en invitant à Yaoundé les attachés de défense ainsi que les conseillers militaires déployés dans les missions diplomatiques du Cameroun à l'étranger. La présente conférence se tient dans un contexte sociopolitique national, vous le savez, délicat. Depuis 2014, en effet, le Cameroun est en guerre contre le groupe terroriste Boko Haram et ses relais. Et depuis novembre 2016, nous traversons, c'est connu de tous, une situation sociopolitique interne marquée par des convulsions de tous ordres dans deux de nos régions. On continue à observer à l'intérieur comme à l'extérieur, où vous avez été envoyé en mission sur les attachés de défense, des actes de violence et de radicalisation. Pendant 3 jours, ces personnels militaires vont recevoir les outils nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Aussi, le ministre de la Défense les a-t-il invités à faire désormais preuve de davantage de pugnacité dans la défense de l'image du Cameroun, régulièrement traînée dans la boue. Eu égard au fait évident que les missions de défense à la tête desquelles vous avez été placés constituent des relais géostratégiques et géopolitiques au service des institutions du pays, vos missions gagnent en épaisseur stratégique. Les travaux devront déclencher une prise de conscience plus accrue du rôle de l'attaché de défense et du conseiller militaire dans l'optique d'une coopération militaire plus dynamique et plus efficace avec tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Mais Joseph Betty Assom est également conscient des difficultés auxquelles ces personnels militaires font face au quotidien. Les travaux qui s'ouvrent en ce moment passeront également au crible des difficultés de nos missions et bureaux militaires, notamment pour ce qui est des points suivants, les conditions de vie des militaires face au niveau de vie très souvent élevé des pays d'accueil, les problèmes d'assurance diverses, la scolarité des enfants. La première conférence annuelle de la coopération militaire camerounaise regroupe à Yaoundé les attachés de défense et les conseillers militaires venus aussi bien d'Afrique, d'Europe, d'Amérique que d'Asie. Au-delà de cette insécurité transfrontalière, le 2e arrondissement de Douala enregistre le triste record du plus grand nombre d'agressions perpétrées dans certains quartiers, où les multiples interventions et patrouilles des forces de l'ordre n'ont pas dissuadé des gangs entre vols à main armée, agressions dans des espaces marchands et trafic de drogue. La violence urbaine dicte sa loi. Innocent Abega et Ket Diarra ont arpenté les rues les plus dangereuses de ces quartiers pour mener leur enquête sur ce fléau. Reportage. Arpenter en journée, les rues des quartiers Makia, Nkomando, Bayangui et autres Ngonsois donnent l'image d'un beau village tranquille, où règne le calme et la sérénité. Pourtant, une fois que la nuit est tombée, passer par là, même à bord d'une voiture, peut très vite s'avérer dangereux. Ici, les coups de feu, de poignards, des vols à l'arraché, ou mieux, des braquages à main armée, sont monnaie courante. Il y a eu des coups de feu. Donc des bandits, là, des gars, là, ils se promènent avec des fusils, des PA pour agresser les gens. Dans la nuit de lundi à mardi, par exemple, une descente conjointe police-gendarmerie a permis de mettre la main sur 2 malfrats de haute couture. J'ai trouvé la patrouille un peu partout, vers le marché central, même ici, ils étaient chez moi. Venus pour ce qu'ils appellent communément un retour, ils se sont fait griller par le renseignement, ce qui a permis leur arrestation avant que le pire ne se produise. Des cas comme cela, on en dénombre des dizaines la semaine dans le 2e arrondissement de Douala. Dimanche dernier, le quartier Bayangui était à la une. Il y a un groupe de jeunes qui étaient poursuivis par la gendarmerie et la police peut-être. Et arrivé au niveau de la mosquée ici à côté, là, ils ont jeté leurs armes et que la force de l'ordre a pu récupérer. Aussi longtemps que puisse se souvenir cet autochtone qui a tenu à témoigner à visage découvert. Malgré les risques encourus, le problème ne date pas d'aujourd'hui. S'il faut faire un rétro de 15 ans, 20 ans aujourd'hui, ce quartier est vraiment dans l'insécurité. Il y avait une très grande équipe qui a suivi ce quartier pendant 20 ans environ.
Avec le temps, la situation s'est compliquée au point de devenir incontrôlable. Parce que nous avons même ici un grand foyer où on vend le chanvre, on vend la cocaïne et tout. Si vous regardez aujourd'hui, la moyenne d'âge de ces enfants qui font ces délits sont déjà à 12 ans. On trouve la moyenne à 12 ans. La pépinière est formée sans inquiétude et les apprentis voleurs d'aujourd'hui deviendront les professionnels de demain. D'ici 5 ans, ces jeunes gars de 12 ans auront 17 ans. Et qu'est-ce qu'ils en seront? Et quelle sera notre protection? Face à cette montée en puissance du crime, les riverains dépassés ne peuvent que se référer aux forces de maintien de l'ordre, qui elles non plus ne sont pas exemptes de tout reproche. Il y a les brebis galeuses dans la maison. Ce qui fait que ça fait même très honte pour nous autres de voir des hommes en tenue qui viennent acheter de la drogue. Je ne sais pas où ils amènent ça en prison, où ils font quoi de ça, ou c'est eux-mêmes qui font ça pour leur propre consommation. Résultat des courses, la familiarité se crée entre eux et le travail cesse d'être objectif. C'est nous qui devions fournir des informations à la police, à la gendarmerie, pour que ce corps soit un peu plus efficace que tout. Si aujourd'hui, ces bandits essayent de nous menacer d'une manière ou d'une autre en disant « Ok, je reviens », il y a des voisins qui ont peur. Ils vivent même comment on est en train d'agresser quelqu'un face à face et il est là présent, il ne peut pas crier. Sortir de la nébuleuse n'en est alors que trop compliqué et malgré les stratégies déployées par la gendarmerie et la police, Douala 2 demeure le Far West de la capitale économique. Que se passe-t-il dans les chantiers des immeubles en construction dans la capitale économique du Cameroun alors qu'un ouvrier effectuait quelques travaux sur la façade principale d'un bâtiment de 15 niveaux à Douala? Un chariot s'est détaché d'un échafaudage et a amorcé une descente folle en direction de l'ouvrier. Il a été mortellement assommé et coincé dans une cage. Un drame qui remet sur la sellette l'épineuse question de la prévention des risques d'insécurité dans de tels chantiers. Reportage François Dikoumet et Donald Anouzoua. Le monte-charge en arrêt au 7e étage de cet immeuble en construction au quartier Bonapiso porte le corps sans vie du jeune Amadou, pris dans les taux de cet appareil qui a mal fonctionné. L'infortuné qui a trouvé la mort en début d'après-midi est resté suspendu à l'endroit du drame sous le regard impuissant d'éléments se foule en contrebas encadrés par les forces du maintien de l'ordre. Et c'est finalement au bout de 5 heures de temps que les sapeurs-pompiers ont réussi de par leur professionnalisme à libérer le corps d'Amadou de la prison de fer. Est bloqué dans une monte-charge. Le monte-charge, c'est un appareil qu'on utilise pour monter les matériaux de construction dans les immeubles de grande hauteur. Arrivé sur que nous avons pu mener si bien jusqu'à la fin sans aucun incident. La suite se fera sous fond de dispute entre la famille du défunt, composée côté maternel des chrétiens et des musulmans du côté paternel, qui exigent l'inhumation immédiate selon les préceptes coraniques. Le corps d'Amadou a été conduit dans une morgue de la place en attendant l'ouverture d'une enquête qui va déterminer les circonstances exactes de sa mort. Toujours dans ce chapitre consacré au drame, une dizaine de personnes se retrouvent au chômage après qu'un restaurant a été entièrement consumé par les flammes à Ngwaekele, un quartier situé à Yaoundé. Les flammes se sont déclenchées tôt ce matin. L'incendie a semé la panique dans une partie de la zone universitaire. Les sapeurs-pompiers ont réussi à circonscrire les flammes. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Élisée Bogba et Marcelin Gansop. C'est aux environs de 8 heures que le feu s'est déclaré dans ce fast-food, situé à une centaine de mètres de l'entrée principale de l'université de Yaoundé 1, au quartier Ngwaekele. En peu de temps, les flammes ont tout ravagé, favorisées par la qualité des matériaux utilisés pour la construction de ce restaurant.
Il était exactement 7 heures passées, donc 8 heures moins. Un client qui est en train de faire savoir qu'il y a la fumée qui sort à côté. Elle était encore vraiment maîtrisable, puisque c'était juste une fumée, ça donnait l'impression qu'on fuit quelque chose à l'intérieur. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on s'est rendu compte que la fumée ne faisait que monter. Nous avons essayé de défoncer la porte dans le but de verser du sable pour essayer de calmer. Bon, ne maîtrisant pas quelle était la source des flammes, nous nous sommes dit qu'il était important déjà d'appeler, l'idée nous est venue d'appeler les sapeurs-pompiers. Quand ils sont arrivés, ils n'ont même pas mis, pour dire, ils n'ont pas mis 10 minutes. Il a suffi juste de 3 précisions de jet d'eau sur les flammes pour maîtriser les flammes. Malgré la prompte réaction des sapeurs-pompiers, le restaurant a été complètement consumé. Seules quelques tables en plastique ont été épargnées par la furie des flammes, laissant sans voix le maître des lieux. J'étais ici hier soir. On a fermé vers 23h30. Il n'y avait pas de problème, on a bien fermé. Donc ce matin, on m'a appelé aux environs de 8h30. Je suis venu trouver que c'est comme ça. Tout est parti, on n'a rien enlevé. Il y avait les machines lourdes pour la glace, il y a le frigo, il y a les congélateurs, il y avait la boisson stockée, il y a les bouteilles de gaz parce qu'on faisait le poulet, il y a la machine rôtisserie. Il y avait 2 machines à l'intérieur, il y avait une autre grande machine qui faisait le pain là. Et en haut, il y avait le salon. Un salon, le salon VIP, il y avait les chaises ici dehors, les tables, il y avait les ordinateurs, tout ça là. Une dizaine de personnes travaillaient dans ce fast-food qui avait pour principaux clients les étudiants et le personnel en service à l'université de Yaoundé 1 et même à l'INGS, situé tout à côté. Tout ce beau monde est depuis ce mardi fatidique, confronté à la dure réalité du chômage, sans compter le coup dur asséné aux propriétaires de ce restaurant. Quant à l'origine des flammes, les sapeurs-pompiers sont plus favorables à la thèse d'un incident électrique. L'enquête ouverte par la police permettra peut-être d'en savoir davantage. Plusieurs rues de la ville de Douala sont jonchées des montagnes d'ordures. Depuis plusieurs semaines, il s'en dégage des odeurs nauséabondes qui perturbent le quotidien des usagers. Ceux-ci déplorent l'attitude de l'entreprise en charge de la salubrité, laquelle, selon eux, n'effectue pas toujours son travail à temps. Du coup, de nombreuses maladies menacent le quotidien des Camerounais. Reportage Eukwa Claude et Étienne Pascal Azégué. Le décor ne passe plus inaperçu dans certaines routes de la capitale économique. Et il s'agit de bacs à ordures pleins à craquer, comme c'est le cas à l'entrée du marché Saker au quartier d'Edo. Si en ces lieux, les commerçantes affirment que cette situation est temporaire. Quand c'est plein, il y a la voiture qui vient. Donc ce n'est pas abandonné? Non, ce n'est pas abandonné, il ramasse. Ce n'est pas du tout le cas au lieu du carrefour Bonfils, à quelques encablures de Kamtel Bipanda, où les ordures jonchent la chaussée à côté d'un bac à ordures plein. Le nommé Roussel est un ancien d'une boutique située à un jet de pierre de cet état d'immondice, décrit une situation qui dure depuis plusieurs jours. Isaac ne vient pas à temps ramasser les ordures. C'est pour ces raisons que ça traîne comme ça. Ça fait combien de temps que la situation est comme ça? Ça fait pratiquement une semaine. Hein. Les usagers, quant à eux, se disent exténués par le désagrément dû aux odeurs nauséabondes qu'ils sont contraints d'inhaler. On ne sait plus où il y a un problème à Isaac quand il ne travaille plus. On a abandonné ce pays comme s'il n'y a même pas les gens, il n'y a même pas le gouvernement. Il convient tout de même de noter que l'incivisme des populations, notamment au lieu-dit Antémarché BP Cité, contribue à 50% pour la pérennisation de l'insalubrité à Douala. Les gens aussi viennent verser comme ça. Tu parlais comme ça, comment vous versez le saleté comme ça? Mettez dans le bac, on dit ah c'est ton travail. Au moment où l'on réalisait ce reportage, il nous a été donné de constater que l'entreprise en charge du ramassage des ordures ménagères était déjà à pied d'œuvre pour remédier à la situation dans certains quartiers de Douala. Dans le reste de l'actualité, plusieurs bassins agricoles sont coupés du reste du centre-ville du Nord-Ouest où se concentre l'essentiel de la demande en produits vivriers. La faute aux infrastructures routières en mauvais état dans plusieurs localités, notamment la localité de Bafout. Les populations qui se plaignent de ce que leurs produits agricoles se détériorent dans les champs. Reportage Stella Bou, Mathilda Kemazou et Julienne Berthébissaille. Il faut s'armer de beaucoup de patience pour circuler sur l'axe Bafout-Bamenda dans le nord-ouest Cameroun. En cette saison de pluie, les piétons
tout comme les véhicules, sont pris au piège de ce bourbier. C'est un véritable parcours de combattant pour ces usagers qui l'empruntent au quotidien. La route est très mauvaise. Nous sommes quittés depuis 14 heures et voici déjà 15 heures. Nous ne sommes pas encore arrivés à destination. Ce mauvais état de la route constitue un véritable frein pour l'économie de cette partie du pays. Les populations ont du mal à écouler leurs produits vers les métropoles. Désespérées, elles lancent un cri de détresse aux autorités administratives. Comme vous pouvez le voir, la route est en mauvais état. Nous prions le gouvernement de nous venir en aide. Cette situation paralyse nos activités économiques. Ici, l'on est loin d'affirmer cet adage qui dit « là où la route passe, le développement suit ». Le contrôle du domaine portuaire aiguise déjà les intérêts des opérateurs économiques camerounais et étrangers. Ils s'affrontent sur le théâtre d'un litige foncier où l'arbitrage de la justice peine à dissiper le flou sur les procédures d'attribution et d'exploitation controversées sur fond de corruption et de favoritisme. Reportage Warren Zede et Flavien Valondongo. Derrière ce grand portail bleu, une affaire de l'Open de terre appartenant au port autonome de Douala divise les deux opérateurs économiques. Depuis 5 ans, M. Dassé n'a plus accès. Vous voyez tout ce qui est versé là derrière, tout est pourri. Le Libanais a demandé à ses gardiens de ne jamais faire entrer M. Dassé. Au cas où M. Dassé entre, ils seront expulsés. Nous sommes au lieu dit Youpoué, c'est à Douala. En effet, l'espace que relaie ici a été viabilisé par Dacier Sileno Jean-Paul dans le but de parquer ses marchandises. En 2002, il introduit une demande auprès du directeur général du port autonome de Douala de l'époque afin de bénéficier d'une autorisation pour exploitation du site. Aucune réponse favorable ne lui a été accordée. Entre-temps, il cède une partie de cet espace à un expatrié en guise de location. C'est M. Dassé qui a été le bailleur du Libanais depuis 1 an. Ils ont un contrat de bail. Le Libanais paye 700 000 francs chez M. Dassé. Il se permet de louer un parc à 700 000. Ça veut dire que ce parc était prêt. Des mois plus tard, une lettre de dénonciation pour location du domaine portuaire par un particulier est adressée au directeur général du port autonome de Douala en juin 2002. Une action qui donne l'occasion à l'expatrié d'activer ses réseaux et obtient finalement l'autorisation d'exploiter non seulement son lopin de terre, mais aussi celui appartenant à son bailleur. Le port a donné un papier aux Libanais qui atteste que l'endroit, c'est pour le Libanais. Or, par contre, M. Dassé a fait plusieurs fois la demande au port autonome de Douala pour qu'on vienne, pour se conformer. Le port n'a jamais réagi. Quand le document arrive là-bas, on enlève, on cache. Depuis ce temps, l'affaire fait désormais le tour des commissariats de police et des tribunaux sans succès. Et cela fait 5 ans environ que Dacier Sileno n'a plus eu accès à ses biens stockés sur l'espace désormais litigieux. Depuis qu'il a mis ça en interdit, M. Dassé n'est plus jamais arrivé ici. Si le Libanais n'avait pas enlevé les choses versées dehors, on ne serait pas arrivé ici ce matin. Ces effets, évalués à des centaines de millions de francs CFA, ont été détruits par les expatriés. Véhicules, ferrailles et autres denrées alimentaires. Joint au téléphone, l'avocat de l'expatrié se réserve de donner une quelconque explication dans un style plein d'humour. Bonjour Maître Magnan. Bonjour. C'est M. Ndongo Equinox. Oui, M. Ndongo. Toujours au sujet de l'histoire de Dassé. Oui. Je ne connais rien. Vous nous faites venir vers moi. Allez voir M. Dassé. Ou alors allez voir le propriétaire allez voir M. Aline. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mon frère? Mais on m'a dit que c'est vous son avocat. Même si c'est mon client. Moi, je suis qu'un mandataire, mon frère. Je suis un Tchougouhead. Mon père s'appelait Ndongo. Je suis un Tchougouhead. Moi, je ne connais rien. Papa. Si l'expatrié semble se réjouir des tractations menées en sa faveur dans des commissariats et couloirs de la justice, il faut noter que la famille de Dacier Sileno Jean-Paul est sévèrement affectée. Le torchon brûle à la mairie de Njombe Pendia dans le département du Mungo. Une session ordinaire du conseil municipal s'est transformée en un réquisitoire contre le chef de l'exécutif municipal. Les conseillers municipaux déplorent le manque de dialogue à l'approche des élections prévues en 2018, une situation qui fragilise
le RDPC dans cette commune d'arrondissement de Njombe-Pendia. Des précisions avec Jacques Molon et Donald Anouzwa. Prévu pour mars 2017, les facteurs financiers auraient contraint la tenue en ce mois de septembre de la session ordinaire consacrée au vote et à l'adoption du compte administratif de la commune de Njombe-Pendia pour l'exercice 2016. Il y a des choses qu'on ne peut peut-être pas le dire dans les ondes. Je crois que de nos avant, j'irai vers les conseillers et on s'entendra. L'enveloppe du budget, équilibrée en recettes et en dépenses, à la somme globale de 797 859 050 francs CFA, serait plus consistante si les taxes payées par la PHP, pourtant implantée en Njombe, n'étaient pas versées dans les caisses de la commune de Mbanga. La liquidation de la patente de la PHP devrait profiter à la commune de Njombe-Pendia. Comment le siège de la PHP est à Njombe-Pendia et la liquidation de la patente, comment on a pu se tromper de mairie pour envoyer plutôt la liquidation de la patente à la mairie de Mbanga. À cette incongruité financière s'ajoute la colère des conseillers municipaux qui dénoncent le manque de dialogue entretenu par l'exécutif communal. C'est le problème d'argent qui divise. Il y a ceux qui sont pour la gestion de mer et ceux qui ne sont pas d'accord. Mais aujourd'hui, c'est une grande première. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont contre le maire étaient plutôt majoritaires. Le préfet du Mungo qui présidait la cérémonie va inviter le conseil à taire les querelles intestines au profit de l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce n'est pas bon de voir des gens ne vendre les fruits en même le sol. Il faut les aider, fabriquer des étagères pour que ces gens-là se sentent à l'aise. À ce moment-là, ils seront prêts. Donc si vous voulez aller les fiscaliser, à fabriquer leurs étagères. Et ici, nous sommes là pour parler des populations. La politique, elle se fait dans un autre cadre, pas ici. La commune de Njombe-Pendia doit désormais s'arrimer à la nouvelle donne de gestion financière à travers le site Simba, en charge de la comptabilité informatisée des collectivités territoriales décentralisées. Alors que le torchon brûle dans certaines communes RDPC, l'UNDP affûte déjà ses armes pour bousculer le parti au pouvoir lors des prochaines échéances électorales, municipales et législatives dans le département du Mungo. Reportage Albertine Bitiaga et Jacques Molon. C'est parti pour l'Union nationale pour la démocratie et pour le progrès dans la localité de Loum, département du Mungo. Le parti politique de l'opposition affûte déjà ses armes pour les prochaines échéances électorales de 2018. Une étape cruciale qui passe d'abord par le renouvellement des organes de base, tels qu'opérés récemment dans cette localité. Le nouveau bureau élu à cette occasion vient d'être installé. J'ai saisi l'occasion pour remercier grandement mes différents camarades militants qui viennent de m'accorder un second mandat pour l'exercice qui commence dès ce soir. À tous et à toutes, je demande essentiellement d'aller déjà s'assurer que vous êtes inscrits sur les listes électorales. Et il est le moment venu d'aller s'assurer également s'ils ont déjà retiré leur carte d'électeur. Pour ce qui est du travail sur le terrain, nous allons continuer à redynamiser les organes de nos organes de base, notamment les organes annexes que sont le mouvement des femmes et le mouvement des jeunes. Cette cérémonie d'installation a été l'occasion d'appeler tous les militants à davantage se mobiliser pour les échéances à venir. Pour nous, nous sommes déjà en campagne électorale, l'UNDP est déjà en 2018. On a s'inscrit sur les listes électorales, d'aller véritablement retirer les cartes le moment venu, mais surtout de commencer dès à présent la campagne parce que le calendrier électoral, personne ne le maîtrise, mais la seule chose que nous savons, c'est que les mandats s'achevant en 2018, il faudra que l'UNDP soit prêt. Et pour le moment, l'UNDP est presque prêt. Outre ces prescriptions, les militants de l'UNDP ont également été invités à cultiver les valeurs d'unité nationale et de vivre ensemble, gage de paix et de stabilité. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'éducation secondaire est désormais gratuite au Ghana à l'occasion de cette rentrée scolaire 2017. Une telle décision politique, le Cameroun pourra-t-il s'en inspirer pour développer son modèle éducatif et améliorer l'éducation qui est dispensée à la jeunesse camerounaise pour assurer un meilleur développement socio-économique? Élément de réponse avec Eric Ouattat et Gladys Sidier. C'était une promesse de campagne du président Nana Akufo-Addo au Ghana,
où 85% des enfants sont scolarisés en primaire, mais seulement 44,4% des filles, contre 48% des garçons, poursuivent jusqu'à la fin du secondaire. Des recettes pétrolières, le gouvernement a dégagé 400 millions de cédis, soit 88 millions d'euros qui ont été alloués en supplément au budget de l'éducation cette année. Une décision qui permettra à plus d'enfants et adolescents de pouvoir poursuivre leurs études. Pour le docteur Georges Edimo, le Ghana, en misant sur l'éducation de sa jeunesse, mais aussi sur son développement. En Afrique, il y a beaucoup d'autres qui, depuis de nombreuses années déjà, sont dans ce circuit d'offrir une gratuité d'accès à l'éducation aussi bien au niveau du primaire que du secondaire. Bon, aujourd'hui, il y aura le Ghana, mais dans le passé, il y a la Tanzanie, il y a le Rwanda et surtout le Botswana. Parce que dans le Botswana, ça part du cycle prénatal jusqu'au cycle universitaire, c'est la gratuité totale. Les pays qui pensent comme ça, on imagine les pays dans le contexte d'une économie mondiale qui sera essentiellement dominée par l'Afrique du point de vue démographique dans les prochaines décennies, et on se dit que en fait les défis de demain, pour pouvoir les relever, il faut naturellement porter le secteur de l'éducation comme la priorité numéro 1 de toute stratégie de développement. Selon lui, les priorités du gouvernement camerounais sont ailleurs. Même la gratuité de l'école primaire, telle qu'annoncée il y a quelques années, n'est pas effective sur le terrain. C'est dire qu'il y a un réel manque de volonté politique. Le Cameroun peut le faire. Question de priorisation. Si on priorise l'éducation comme étant le levier de développement qui nous permettra d'affronter les grands défis sécuritaires, migratoires et surtout climatiques de demain, on devrait tout simplement dire que pour relever ces défis, nous devons avoir des personnes en masse suffisamment bien formées. Les écoles publiques où on n'est pas supposé payer suffisamment, malheureusement, même là-bas, on doit payer de l'argent. Ça veut dire qu'en fait, les personnes les plus pauvres, à la limite, sont abandonnées à elles-mêmes. Elles ne devront jamais devenir des personnes qui ont beaucoup à dire dans le système national. Le Cameroun gagnerait donc à calquer le modèle ghanéen et à suivre les pas des autres pays africains qui ont fait de l'éducation de leur jeunesse leur principal moteur de développement. La protection des peuples autochtones est une équation à plusieurs inconnue au Cameroun et le gouvernement est placé sur le banc des accusés en raison des insuffisances relevées dans sa stratégie de protection des communautés vulnérables dans le pays. Emmanuel Diop et Guy Zogo. C'est un cri de douleur que lancent les peuples autochtones du Cameroun devant ce qu'ils considèrent comme la spoliation de leurs droits. Pour les 10 ans de la Déclaration des Nations Unies pour la protection des peuples autochtones, ils mettent sur la table une déclaration qui résume leurs griefs. Les organisations des peuples autochtones. C'est à la faveur d'une conférence de presse qui s'est tenue à Yaoundé. Nous nous sommes uniquement focalisés sur le foncier, et d'où notre déclaration qui s'est beaucoup limitée au foncier. Nous sommes partis du fait que si les communautés autochtones ont leur terre intégralement à elles et que ces communautés peuvent jouir de toutes les ressources superposées sur ces terres, nos traditions, nos langues vont être conservées et nous allons participer à la conservation et à la régulation même du climat. Même si en face le gouvernement clame faire des efforts, il n'en reste pas moins que les récriminations sont nombreuses. Il y a un pas à franchir en tout cas, parce que si je vais dans le sens des questions liées à la représentativité, nous avons espéré que à un moment donné, lorsque le président de la République nommait les sénateurs
que nous ayons au moins un autochtone, un Baka, un Bagueli, qui siège où les décisions se prennent. Mais jusqu'à ce moment, nous n'avons pas encore cette opportunité. Même au niveau local, quand on parle de la décentralisation, et que dans les conseils municipaux, là où les peuples autochtones sont en grand nombre représentés, le nombre de ceux qui peuvent plaider au sein des conseils municipaux pour nos communautés est vraiment insignifiant. Aussi, pour consolider davantage ce plaidoyer, les peuples autochtones promettent d'intensifier leurs actions. La plateforme va davantage réactiver le dialogue Parlement-gouvernement sur les questions autochtones. Il y a eu quelques jets il y a des années en arrière, parce que c'était organisé par les autres, mais maintenant nous allons nous-mêmes nous auto-organiser pour aller vers l'Assemblée nationale, pour aller vers le Sénat, pour rencontrer les différents ministères qui nous intéressent pour le moment, notamment le ministère de l'Éducation, des bases, des enseignements secondaires, des forêts, de la faune et des mines. De quoi parler de branle-bas de combat dans les jours qui viennent. Après de grandes manifestations vécues durant plusieurs jours dans plusieurs villes togolaises, le pouvoir togolais a durci le ton et interdit la manifestation initialement prévue ce mardi devant le palais des congrès au siège de l'Assemblée nationale. Gendarmes et militaires ont quadrillé cette institution durant toute la journée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision. Juste après cette édition du 20h, retrouvez Parole de femmes, présentée par Julingue Nyondé. Bonne soirée sur cette même antenne. Ils se sont fait griller par le renseignement, ce qui a permis leur arrestation avant que le pire ne se produise. Des cas comme cela, on en dénombre des dizaines la semaine dans le 2e arrondissement de Douala. Dimanche dernier, le quartier Bayangui était à la une. Il y a un groupe de jeunes qui étaient poursuivis par la gendarmerie et la police peut-être. Et arrivé au niveau de la mosquée ici à côté, là, ils ont jeté leurs armes et que la force de l'ordre a pu récupérer. Aussi longtemps que puisse se souvenir cet autochtone qui a tenu à témoigner à visage découvert. Malgré les risques encourus, le problème ne date pas d'aujourd'hui. S'il faut faire un rétro de 15 ans, 20 ans aujourd'hui, ce quartier est vraiment dans l'insécurité. Il y avait une très grande équipe qui a suivi ce quartier pendant 20 ans environ. Avec le temps, la situation s'est compliquée, au point de devenir incontrôlable. Parce que nous avons même ici un grand foyer où on vend du chanvre, on vend la cocaïne et tout. Si vous regardez aujourd'hui la moyenne d'âge de ces enfants qui font ces délits sont déjà à 12 ans, on trouve la moyenne à 12 ans. La pépinière est formée sans inquiétude et les apprentis voleurs d'aujourd'hui deviendront les professionnels de demain. D'ici 5 ans, ces jeunes gars de 12 ans auront 17 ans. Et qu'est-ce qu'ils en seront? Et quelle sera notre protection? Face à cette montée en puissance du crime, les riverains dépassés ne peuvent que se référer aux forces de maintien de l'ordre, qui elles non plus ne sont pas exemptes de tout reproche. Il y a les brebis galeuses dans la maison, ce qui fait que ça fait même très honte pour nous autres de voir des hommes en tenue qui viennent acheter de la drogue. Je ne sais pas où ils amènent ça en prison, où ils font quoi de ça, ou c'est eux-mêmes qui font ça pour leur propre consommation. Résultat des courses, la familiarité se crée entre eux et le travail cesse d'être objectif. C'est nous qui devions fournir des informations à la police, à la gendarmerie, pour que ce corps soit un peu plus efficace que tout. Si aujourd'hui, ces bandits essayent de nous menacer d'une manière ou d'une autre en disant « Ok, je reviens », il y a des voisins qui ont peur. Ils vivent même comment on est en train d'agresser quelqu'un face à face et il est là présent. Il ne peut pas crier. Sortir de la nébuleuse n'en est alors que trop compliqué et malgré les stratégies déployées par la gendarmerie et la police, Douala 2 demeure le Far West de la capitale économique.
Que se passe-t-il dans les chantiers des immeubles en construction dans la capitale économique du Cameroun alors qu'un ouvrier effectuait quelques travaux sur la façade principale d'un bâtiment de 15 niveaux à Douala? Un chariot s'est détaché d'un échafaudage et a amorcé une descente folle en direction de l'ouvrier. Il a été mortellement assommé et coincé dans une cage. Un drame qui remet sur la sellette l'épineuse question de la prévention des risques d'insécurité dans de tels chantiers. Reportage François Dikoumet et Donald Anouzoua. Le monte-charge en arrêt au 7e étage de cet immeuble en construction au quartier Bonapiso porte le corps sans vie du jeune Amadou, pris dans les taux de cet appareil qui a mal fonctionné. L'infortuné qui a trouvé la mort en début d'après-midi est resté suspendu à l'endroit du drame sous le regard impuissant d'éléments se foule en contrebas encadrés par les forces du maintien de l'ordre. Et c'est finalement au bout de 5 heures de temps que les sapeurs-pompiers ont réussi de par leur professionnalisme à libérer le corps d'Amadou de la prison de fer. Qui est bloqué dans une monte-charge. Une monte-charge, c'est un appareil qu'on utilise pour monter les matériaux de construction dans les immeubles de grande hauteur. Arrivé sur que nous avons pu mener si bien jusqu'à la fin sans aucun incident. La suite se fera sous fond de dispute entre la famille du défunt, composée côté maternel des chrétiens et des musulmans du côté paternel, qui exigent l'inhumation immédiate selon les préceptes coraniques. Le corps d'Amadou a été conduit dans une morgue de la place en attendant l'ouverture d'une enquête qui va déterminer les circonstances exactes de sa mort. Il y a un problème à Isaac, on ne travaille plus. On a abandonné ce pays comme s'il n'y a même pas les gens, il n'y a même pas le gouvernement. Il convient tout de même de noter que l'incivisme des populations, notamment au lieu-dit Antémarché BP Cité, contribue à 50% pour la pérennisation de l'insalubrité à Douala. Les gens aussi viennent verser comme ça. Tu parlais comme ça, comment vous versez le saleté comme ça? Mettez dans le bac, on dit ah, c'est ton travail. Au moment où l'on réalisait ce reportage, il nous a été donné de constater que l'entreprise en charge du ramassage des ordures ménagères était déjà à pied d'œuvre pour remédier à la situation dans certains quartiers de Douala. Dans le reste de l'actualité, plusieurs bassins agricoles sont coupés du reste du centre-ville du Nord-Ouest où se concentre l'essentiel de la demande en produits vivriers. La faute aux infrastructures routières en mauvais état dans plusieurs localités, notamment la localité de Bafout. Les populations qui se plaignent de ce que leurs produits agricoles se détériorent dans les champs. Reportage Stella Bou, Mathilda Kemazou et Julienne Berthebissaï. Il faut s'armer de beaucoup de patience pour circuler sur l'axe Bafout-Bamenda dans le nord-ouest Cameroun. En cette saison de pluie, les piétons, tout comme les véhicules, sont pris au piège de ce bourbier. C'est un véritable parcours de combattant pour ces usagers qui l'empruntent au quotidien. La route est très mauvaise. Nous sommes quittés depuis 14 heures et voici déjà 15 heures. Nous ne sommes pas encore arrivés à destination. Ce mauvais état de la route constitue un véritable frein pour l'économie de cette partie du pays. Les populations ont du mal à écouler leurs produits vers les métropoles. Désespérées, elles lancent un cri de détresse aux autorités administratives. Comme vous pouvez le voir, la route est en mauvais état. Nous prions le gouvernement de nous venir en aide. Cette situation paralyse nos activités économiques. Ici, l'on est loin d'affirmer cet adage qui dit « là où la route passe, le développement suit ». Le contrôle du domaine portuaire aiguise déjà les intérêts des opérateurs économiques camerounais et étrangers. Ils s'affrontent sur le théâtre d'un litige foncier où l'arbitrage de la justice peine à dissiper le flou sur les procédures d'attribution et d'exploitation controversées sur fond de corruption et de favoritisme. Reportage Warren Zede et Flavien Valondongo. Derrière ce grand portail bleu
Une affaire de lopin de terre appartenant au port autonome de Douala divise les deux opérateurs économiques. Depuis 5 ans, M. Dassé n'a plus accès. Vous voyez tout ce qui est versé là derrière, tout est pourri. Le Libanais a demandé à ses gardiens de ne jamais faire entrer M. Dassé. Au cas où M. Dassé entre, ils seront expulsés. Nous sommes au lieu dit Youpoué, c'est à Douala. En effet, l'espace que relaie ici a été viabilisé par Dassé Sileno Jean-Paul dans le but de parquer ses marchandises. En 2002, il introduit une demande auprès du directeur général du port autonome de Douala de l'époque afin de bénéficier d'une autorisation pour exploitation du site. Aucune réponse favorable ne lui a été accordée. Entre-temps, il cède une partie de cet espace à un expatrié en guise de location. C'est M. Dassé qui a été le bailleur du Libanais depuis 1 an. Ils ont un contrat de bail. Le Libanais payait 700 000 francs chez M. Dassé. Il se permet de louer un parc à 700 000. Ça veut dire que ce parc était prêt. Des mois plus tard, une lettre de dénonciation pour location du domaine portuaire par un particulier est adressée au directeur général du port autonome de Douala en juin 2002. Une action qui donne l'occasion à l'expatrié d'activer ses réseaux et obtient finalement l'autorisation d'exploiter non seulement son lopin de terre, mais aussi celui appartenant à son bailleur. Le port a donné un papier aux Libanais qui atteste que l'endroit, c'est pour le Libanais. Or, par contre, M. Dassé a fait plusieurs fois la demande au port autonome de Douala pour qu'on vienne, pour se conformer. Le port n'a jamais réagi. Quand le document arrive là-bas, on enlève, on cache. Depuis ce temps, l'affaire fait désormais le tour des commissariats de police et des tribunaux sans succès. Et cela fait 5 ans environ que Dassé Sileno n'a plus eu accès à ses biens stockés sur l'espace désormais litigieux. Depuis qu'il a mis ça, c'était dit, M. Dassé n'est plus jamais arrivé ici. Si le Libanais n'avait pas enlevé... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, 2 villes fantômes en plein cœur des affres de la Gaume, en plein cœur des affres de la guerre contre le terrorisme. Amchidé à l'extrême nord du Cameroun et Banki au Nigeria. Ces 2 villes portent les visages désastreux d'une lutte sans merci contre la tempête djihadiste à l'extrême nord du Cameroun. Au-delà de l'engagement des forces de sécurité pour défendre l'intégrité du territoire, ces villes frontalières sont confrontées à une renaissance qui est de moins en moins une préoccupation pour les populations qui désertent cette région. Reportage à suivre en ouverture de ce journal au moment où le gouvernement camerounais intensifie la coopération militaire pour davantage lutter contre la nébuleuse Boko Haram. Et toujours à l'international, le Togo qui retient son souffle après que le Parlement togolais ait été quadrillé par des forces de l'ordre pour empêcher la manifestation des populations, lesquelles souhaitent exprimer leur ras-le-bol face à un pouvoir vieux d'une 50aine d'années qui ne plie pas devant la pression de la rue. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Les affres de la guerre contre le terrorisme continuent de faire rage à l'extrême nord du Cameroun, surtout la frontière Cameroun-Nigeria, Amchidé du côté du Cameroun et Banki du côté du Nigeria. 2 villes fantômes en plein cœur de ces affres de la guerre contre le terrorisme, 2 villes dévastées par la tempête djihadiste, confrontées à cette lutte sans merci contre le terrorisme. La renaissance de ces 2 villes reste au cœur des préoccupations des autorités nigériennes et camerounaises, mais la situation n'est guère reluisante, selon ce grand reportage réalisé par Amadou Daïrou et Eric Martial Ndjomo. Banki, en République fédérale du Nigeria, la ville frontalière avec le Cameroun, est aujourd'hui l'ombre d'elle-même. Ville fantôme qui croule sous les ruines de la guerre contre la secte islamiste Boko Haram, Banki et Amchidé, ville frontalière côté Cameroun, partagent les mêmes réalités. Boutiques et maisons dévastées et désertées
pas l'ombre d'un civil. À intervalles réguliers, les forces de défense veillent au grain, armes au poing. La vigilance est de mise dans cette guerre devenue asymétrique. La guerre se fait au sol, mais l'appui aérien n'est pas des moindres, tant par le moyen des avions que de celui des hélicoptères. À bord d'un convoi de la force multinationale mixte, partie de l'extrême nord du Cameroun, notamment d'Amchidi pour Borno au Nigeria, nous constatons la complexité de la circulation par endroits pour les besoins de sécurisation. Les véhicules tout-terrain de l'armée camerounaise bravent les pistes, même les plus sinueuses, pour débusquer l'ennemi. Un passage par la localité de Boudoua, autrefois fief des terroristes de Boko Haram, permet de constater que les lieux sont désormais entre les mains des soldats loyalistes. Dans certains autres villages dans lesquels sont retranchées les populations, la surveillance est accrue. Forces multinationales mixtes et populations main dans la main infligent des défaites successives aux terroristes de Boko Haram, poussés désormais dans leur dernier retranchement. Toujours dans ce chapitre consacré au drame, une dizaine de personnes se retrouvent au chômage après qu'un restaurant a été entièrement consumé par les flammes à Ngwaekele, un quartier situé à Yaoundé. Les flammes se sont déclenchées tôt ce matin. L'incendie a semé la panique dans une partie de la zone universitaire. Les sapeurs-pompiers ont réussi à circonscrire les flammes. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Élisée Bogba et Marcelin Gansop. C'est aux environs de 8 heures que le feu s'est déclaré dans ce fast-food, situé à une centaine de mètres de l'entrée principale de l'université de Yaoundé 1, au quartier Ngwaekele. En peu de temps, les flammes ont tout ravagé, favorisées par la qualité des matériaux utilisés pour la construction de ce restaurant. Il était exactement 7 heures passées, donc 8 heures moins. Un client qui est entré nous a fait savoir qu'il y a la fumée qui sort à côté. Elle était encore vraiment maîtrisable, puisque c'était juste une fumée, ça donnait l'impression qu'on fuit quelque chose à l'intérieur. Mais au fur et à mesure que le temps passait, on s'est rendu compte que la fumée ne faisait que monter. Nous avons essayé de défoncer la porte dans le but de verser du sable pour essayer de calmer. Bon, ne maîtrisant pas quelle était la source des flammes, nous nous sommes dit qu'il était important déjà d'appeler, l'idée nous est venue d'appeler les sapeurs-pompiers. Quand ils sont arrivés, ils n'ont même pas mis, pour dire, ils n'ont pas mis 10 minutes. Il a suffi juste de 3 précisions de jet d'eau sur les flammes pour maîtriser les flammes. Malgré la prompte réaction des sapeurs-pompiers, le restaurant a été complètement consumé. Seules quelques tables en plastique ont été épargnées par la furie des flammes, laissant sans voix le maître des lieux. J'étais ici hier soir. On a fermé vers 23h30. Il n'y avait pas de problème, on a bien fermé. Donc ce matin, on m'a appelé aux environs de 8h30. Je suis venu trouver que c'est comme ça. Tout est parti, on n'a rien enlevé. Il y avait les machines lourdes pour la glace. Il y a le frigo, il y a les congélateurs, il y avait la boisson stockée, il y a les bouteilles de gaz parce qu'on faisait le poulet, il y a la machine rôtisserie. Il y avait 2 machines à l'intérieur, il y avait une autre grande machine qui faisait le pain là. Et en haut, il y avait le salon, un salon, le salon VIP. Il y avait les chaises ici dehors, les tables, il y avait les ordinateurs, tout ça là. Une dizaine de personnes travaillaient dans ce fast-food qui avait pour principaux clients les étudiants et le personnel en service à l'université de Yaoundé 1 et même à l'INGS, situé tout à côté. Tout ce beau monde est depuis ce mardi fatidique, confronté à la dure réalité du chômage, sans compter le coup dur asséné aux propriétaires de ce restaurant. Quant à l'origine des flammes, les sapeurs-pompiers sont plus favorables à la thèse d'un incident électrique. L'enquête ouverte par la police permettra peut-être d'en savoir davantage. Plusieurs rues de la ville de Douala sont jonchées des montagnes d'ordures
Depuis plusieurs semaines, il s'en dégage des odeurs nauséabondes qui perturbent le quotidien des usagers. Ceux-ci déplorent l'attitude de l'entreprise en charge de la salubrité, laquelle, selon eux, n'effectue pas toujours son travail à temps. Du coup, de nombreuses maladies menacent le quotidien des Camerounais. Reportage Eukwa Claude et Étienne Pascal Azégué. Le décor ne passe plus inaperçu dans certaines routes de la capitale économique. Et il s'agit de bacs à ordures pleins à craquer, comme c'est le cas à l'entrée du marché Saker au quartier d'Edo. Si en ces lieux, les commerçantes affirment que cette situation est temporaire. Quand c'est plein, il y a la voiture qui vient. Donc ce n'est pas abandonné? Non, ce n'est pas abandonné, il ramasse. Ce n'est pas du tout le cas au lieu du carrefour Bonfils, à quelques encablures de Kamtel Bipanda, où les ordures jonchent la chaussée à côté d'un bac à ordures plein. Le nommé Roussel est un ancien d'une boutique située à un jet de pierre de cet état d'immondice, décrit une situation qui dure depuis plusieurs jours. Isaac ne vient pas à temps ramasser les ordures. C'est pour ces raisons que ça traîne comme ça. Ça fait combien de temps que la situation est comme ça? Ça fait pratiquement une semaine. Hein. Les usagers, quant à eux, se disent exténués par le désagrément dû aux odeurs nauséabondes qu'ils sont contraints d'inhaler. On ne sait plus. Et sur le front de la coopération militaire entre Yaoundé et ses partenaires internationaux, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Joseph Betty Assoman, a exhorté les attachés de défense et conseillers militaires à préserver et défendre l'intérêt du Cameroun dans le cadre de la coopération militaire entre Yaoundé et ses différents partenaires à l'étranger. Joseph Betty Assoman qui a présidé les travaux qui se sont déroulés à Yaoundé ce jour. Des précisions avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Une nouvelle ère. C'est la première fois que le ministère de la Défense bat le rappel des troupes en invitant à Yaoundé les attachés de défense ainsi que les conseillers militaires déployés dans les missions diplomatiques du Cameroun à l'étranger. La présente conférence se tient dans un contexte sociopolitique national, vous le savez, délicat. Depuis 2014, en effet, le Cameroun est en guerre contre le groupe terroriste Boko Haram et ses relais. Et depuis novembre 2016, nous traversons, c'est connu de tous, une situation sociopolitique interne marquée par des convulsions de tous ordres dans deux de nos régions. On continue à observer à l'intérieur comme à l'extérieur où vous avez été envoyé en mission sur les attachés de défense, des actes de violence et de radicalisation. Pendant 3 jours, ces personnels militaires vont recevoir les outils nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Aussi, le ministre de la Défense les a-t-il invités à faire désormais preuve de davantage de pugnacité dans la défense de l'image du Cameroun, régulièrement traînée dans la boue. Eu égard au fait évident que les missions de défense à la tête desquelles vous avez été placés constituent des relais géostratégiques et géopolitiques au service des institutions du pays, vos missions gagnent en épaisseur stratégique. Les travaux devront déclencher une prise de conscience plus accrue du rôle de l'attaché de défense et du conseiller militaire dans l'optique d'une coopération militaire plus dynamique et plus efficace avec tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Mais Joseph Betty Assoman est également conscient des difficultés auxquelles ces personnels militaires font face au quotidien. Les travaux qui s'ouvrent en ce moment passeront également au crible des difficultés de nos missions et bureaux militaires, notamment pour ce qui est des points suivants, les conditions de vie des militaires face au niveau de vie très souvent élevé des pays d'accueil, les problèmes d'assurance diverses, la scolarité des enfants. La première conférence annuelle de la coopération militaire camerounaise regroupe à Yaoundé les attachés de défense et les conseillers militaires venus aussi bien d'Afrique, d'Europe, d'Amérique que d'Asie. Au-delà de cette insécurité transfrontalière, le 2e arrondissement de Douala enregistre le triste record du plus grand nombre d'agressions perpétrées dans certains quartiers, où les multiples interventions et patrouilles des forces de l'ordre n'ont pas dissuadé des gangs entre vols à main armée, agressions dans des espaces marchands
et trafic de drogue, la violence urbaine dicte sa loi. Innocent Abega et Ket Diarra ont arpenté les rues les plus dangereuses de ces quartiers pour mener leur enquête sur ce fléau. Reportage. Arpenter en journée, les rues des quartiers Makia, Nkomondo, Bayangui et autres Ngonsois donnent l'image d'un beau village tranquille, où règne le calme et la sérénité. Pourtant, une fois que la nuit est tombée, passer par là, même à bord d'une voiture, peut très vite s'avérer dangereux. Ici, les coups de feu, de poignards, des vols à l'arraché, ou mieux, des braquages à main armée, sont monnaie courante. Il y a eu des coups de feu. Donc des bandits, là, des gars, là, ils se promènent avec des fusils, des PA pour agresser les gens. Dans la nuit de lundi à mardi, par exemple, une descente conjointe police-gendarmerie a permis de mettre la main sur 2 malfrats de haute couture. J'ai trouvé la patrouille un peu partout, vers le marché central, même ici, ils étaient chez moi. Venus pour ce qu'ils appellent communément un retour,